Lecoq Christian, L-E-C-O-C-Q, Christian, parce que oui, je tiens à l'orthographe de mon nom, et né à Versailles le 14 juin 1923 et demeurant à Aideville dans l'Essonne. Je suis embauché à Chevreuse en 41, mais je ne saurais pas vous dire quel mois, ça m'a échappé. Je suis embauché donc à Chevreuse, et le patron vient me voir, très gentiment. Il paraît que c'était un ancien pilote d'aviation, et le bruit courait à Chevreuse que c'était lui qui avait passé sous l'Arc de Triomphe avec son avion. Est-ce vrai, c'est pas vrai? J'ai jamais osé poser la question au patron. Il était mal jugé dans Chevreuse parce que travaillant industriel, travaillant pour les Allemands, on dit c'est un collabo. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Alors le patron m'amène des tubes à Lézé pour loger des roulements à billes. Il me dit c'est les tubes pour train d'atterrissage de Fischler, des avions allemands. Il y avait des grains dans l'acier. Des grains, c'est des saletés qui empêchent l'outil de travailler normalement. Alors ça esquintait l'outil, c'était pourtant des outils en acier rapide. J'appelais le patron. Je dis ça c'est un piège qui m'a tendu. Je lui dis Monsieur Godefroy, alors il vient lui-même. Monsieur Godefroy, vous m'avez donné des tubes à Lézé, ça ne marche pas. Il se penche vers moi, j'étais autour, il me dit tu ne penses pas, il s'est même tutoyé, tu ne penses pas que la guerre va durer 107 ans? Je suis contraint par les Allemands à travailler, qu'est-ce que tu en penses? Je risque tout. Je dis Monsieur Godefroy, je ne suis pas là moi pour faire de la délation, vous avez raison, je partage un peu votre point de vue. J'étais encore méfiant, parce qu'il y a tout le temps des Allemands le voir, bien entendu. Alors, tu fais comme tu peux, et ça sera comme ce sera. Je sais qu'il faisait faire aussi par des fraiseurs, des portes étanches pour les sous-marins, portes étanches qui étaient contrôlées par Gnomérone, entre autres, et puis je ne sais plus quelle société. Et ces portes étanches, elles se sont avérées pas étanches du tout, mais le patron le savait. Ce qui n'a pas empêché mon chef de groupe, qui travaillait là comme fraiseur, de dire « le patron c'est un collabo, c'est un salaud ». Lui, il était communiste à 100%, puis alors, un patron était obligatoirement un salopard. J'ai su après, avec l'âge, qu'il y a quand même eu des gens convenables, ce qui a été le cas. Un jour, il y a un officier allemand qui vient voir le tourneur qui était devant moi. C'était le monsieur de Balancourt, une commune à côté d'ici. Ils étaient autour devant moi, les tours étaient en rangée, il y avait mon père, il y avait ce monsieur de Balancourt, il y avait un autre avant, et il y avait moi, j'étais le dernier. Alors, qu'est-ce que je fais? Une idée de jeune, une bêtise qui aurait pu coûter la peau à tout le monde. J'avais une burette d'huile, vous savez, à pression. J'appuie sur la manette, sur le dos de l'officier allemand, et je lui dessine une croix de Lorraine. Et il n'a rien vu, rien senti, l'allemand. Et j'ai vu que mon fraiseur de chef d'équipe, de chef de clan à côté, il baissait la tête d'un air approbatif. Alors bon, cet officier allemand est parti. Quelques copains l'ont vu partir, ont vu la croix de Lorraine, tout le monde rigolait. Le patron lui-même l'a vu. Il s'est pris la tête à deux mains, il s'est dit qu'est-ce qui va m'arriver? Naturellement, bêtise de jeune, vous allez dire, mais moi, c'est un acte de résistance qui commençait pour moi. Le lendemain, l'officier allemand est venu, il a cherché la fameuse burette à pression, mais mon chef avait mis la main dessus, il avait été la planquer dans les water. Elle n'était pas disparue pour autant, mais l'allemand n'a pas cherché à chercher ailleurs. Et puis, j'ai visité d'autres usines, ça vient peut-être de par là, on n'en a jamais entendu parler à nouveau. Mon chef de réseau, Marcel Gazon, qui était un ancien instituteur et qui s'était fait embaucher comme manœuvre parce qu'il avait été au camp de Voves, en Eure-et-Loir, si je ne m'abuse. Il avait été arrêté dans le métro pour coller des papillons entre deux stations de métro, mais il avait été pris. Il n'avait pas été assez rapide à remonter dans la rame. Alors bon, il avait été interné, puis on l'a relâché, c'était les débuts de l'occupation. Alors ils n'étaient pas encore trop méchants. C'est lui qui dirigeait un peu le groupe, mais je l'ai su qu'après. Il me surveillait.
Il me surveillait, ce monsieur. Il m'avait emmené chez lui pour prendre une tisane. Alors j'arrive chez lui et je vois étaler sur son lit une mitraillette. Ce qu'on appelait les mitraillettes Stein. Ces saloperies, dès que vous la laissiez tomber, elle se vidait toute seule. Il m'a montré, ce monsieur, comment on faisait des faux tickets de pain en prenant comme support une carte de ticket de pain véritable pour avoir les mêmes points, les mêmes poinçonnages, la même lettre. On faisait naturellement des cartes de travailleurs de force pour avoir plus de pain. Et puis il m'a dit, bien entendu, tu sors de chez moi, mais tu n'as rien vu. Bah oui. Voilà, ça fait donc que M. Gazon m'a dit, tu vas prendre la mitraillette avec une personne qui est dans notre groupe, une femme. Je suis appris que c'était une baronne. Il y avait tout dans la résistance. Tu vas venir à la nuit, on va passer derrière la Madeleine. La Madeleine, c'était une tour fortifiée sur le territoire de la commune de Chevreuse. Alors on est monté, et puis je dis, qu'est-ce qu'on va faire là? On était une nuit noire, avec une mitrailleuse, une mitraillette, dans un pré où il y avait de la rosée. Vous allez vous coucher là et puis attendre. Je vais vous amener ce qu'il faut. La partie, une demi-heure après, il revient, avec des morceaux de sonde de maçon. Vous savez, c'était gros comme un stylo bille. C'était en forme de l'insigne de la milice, vous voyez le V inversé, et pointu à chaque bout. Qu'il a répondu joyeusement sur la route. Il m'a dit, maintenant, voilà des pinces coupantes. Le fil de téléphone de l'armée allemande est dans le fossé. Tu te dépêches, sans te faire voir, à couper le fil d'ici. Tu vas le couper 100 mètres plus loin. Tu fais ça sur plusieurs mois. Comme ça, le téléphone ne marchera plus avec la commandature de Rambouillet. Je fais, ah bon? J'étais vraiment naïf. Alors, je rejoins la mitraillette, et puis la copine, et puis on a attendu. Et puis on n'a pas eu à s'en servir, parce qu'au bout d'un temps, le convoi allemand qui devait passer sur la route et se piquer les pneus sur les bouts de ferraille qu'on avait mis, qui avait été fourni par un nommé Bracon, entrepreneur de maçonnerie à Chevreuse, qui est certainement mort maintenant. J'y suis retourné une fois, il n'y a plus personne de vivant dans le groupe. Je disais, ce monsieur Bracon nous fournissait, quand il pouvait, cette sonde de maçon pour faire des pièges pour les pneus. Alors bon, on est reparti, les fils étaient coupés, la ferraille était sur la route était bouchée, puisque c'était réservé aux Allemands, il ne pouvait pas passer quelqu'un d'autre. Surtout qu'à l'époque, ce n'est pas les promeneurs qui se baladaient, surtout la nuit, où c'était interdit vu le couvre-feu. Le temps passe, on n'en a parlé de rien. On a su quelques jours après que des camions avaient crevé leurs pneus sur la route de Rambouillet, que les Allemands n'avaient pas pu communiquer par radio, que des salopards de terroristes, c'est le mot qui est employé par la Gestapo, de salopards de terroristes avaient coupé les fils électriques. S'ils étaient pris, ça méritait la mort. C'était charmant à entendre le lendemain. Gazon, qui avait son franc-parler, m'a dit « Tu fermes ta gueule et la petite aussi ». J'ai pris le nom de ma grand-mère, la marquise de Chapiseau. Je suis d'ascendance noble, je ne vais pas vous montrer ma généalogie, je l'ai depuis l'an 1200. Mais enfin, c'est un écart. Alors ça fait que je me faisais appeler Willy de Chapiseau. Et alors, on a continué avec M. Gazon. Alors après, il avait trouvé des craies pour qu'on fasse des croix de Lorraine. Bien que je vous ai dit que je n'étais pas gaulliste, mais c'était le signe de ralliement à l'époque. On faisait des croix de Lorraine sur les portails, sur les murs. On faisait des croix gammées à la peinture sur les affiches. Ils voulaient fusiller des résistants. Ou on les arrachait carrément. Et puis, ma foi, ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à la Libération, où je n'ai pas tiré un coup de feu, j'ai fait que des actions de bricolage. Je vous dis, couper des lignes électriques, j'ai fait plusieurs fois, déplacer des poteaux indicateurs, jeter des clous sur les routes, ou donner des fausses indications verbales quand un officier passait dans sa voiture. Rambouillet, oui, c'est par là. Oui, et puis on se trottait, parce qu'il allait revenir sur place, il nous aurait coincés. Ça a été des petits boulots.
Et alors j'ai été nommé sergent au FTP. Tout ça, ça se tenait. Ça se tenait entre eux. Moi, j'ignorais tout. Par le commandant du train des équipages. On vivait ça comme ça. Je dirais pas que c'était un amusement, mais on le prenait avec détente. Et sérieux quand même. Parce qu'on voyait quand même qu'on jouait gros. Alors, on n'allait pas se confier à n'importe qui. Mon meilleur souvenir, oui, c'était cette petite baronne avec qui on espérait se marier. Et je sortais toujours avec elle. Alors, on avait l'air d'un couple d'amoureux, hein, de deux jeunes de nos âges. Et puis, bah oui, mais on s'était tellement provoqué que ça marchait. On était des amoureux. Et je suis fier de ce que j'ai pu faire, le peu que j'ai pu faire, mais on n'en a pas fait assez. Si on avait reçu des armes de Londres, ou de je ne sais qui, on aurait pu faire plus. Mais on n'avait pas d'armes. Quand on voyait des Allemands, ben, on était les mains nues. C'est pas avec une seule mitraillette pour une quinzaine de bons hommes à Chevreuse qu'on pouvait faire grand-chose.